Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de votre présence et bienvenue à ce panel Invest in Mauritania. Je m'appelle Aliou Maïga, je suis directeur régional de la SFI pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Centre. Je suis ravi d'être le modérateur de ce panel consacré aux opportunités d'investissement en Mauritanie. Je suis, je crois, bien placé pour parler de la Mauritanie. J'y ai passé une semaine il n'y a pas longtemps et j'y vais régulièrement depuis que j'ai pris cette fonction. Et en plus de ça, j'ai grandi un peu dans le nord du Mali, pas loin de la frontière mauritanienne. Donc, on a eu beaucoup d'échanges avec le pays et j'en garde de très bons souvenirs d'enfance. Pour commencer, peut-être quelques éléments de contexte sur notre sujet du jour. La Mauritanie a affiché une croissance de 4,5% en moyenne entre 2017 et 2019 et la trajectoire de développement du pays s'annonçait très très bien. Et en ce qui nous concerne, on pense que c'est le cas, ça va continuer malgré l'impact de la crise Covid qui a affecté la Mauritanie, comme ça a affecté tous les pays du monde. Et donc, ça a conduit à une baisse, une contraction de l'économie de 1,5% en 2020. Et ceci est essentiellement dû à l'impact de la Covid sur le secteur halieutique. La Mauritanie exporte beaucoup de poissons et ce secteur a été très, très affecté, notamment en Europe. Et donc, ça a impacté les importations du pays et donc la croissance dans le pays. Mais l'économie a tenu bon grâce notamment au cours des métaux précieux, mais aussi et surtout les actions du gouvernement pour vraiment garder un cadre macro assez sain malgré la situation difficile. Aujourd'hui, la Mauritanie est bien placée pour répartir, maintenant que la crise Covid commence à s'atténuer un peu, et la croissance en 2021 est prévue entre 3 et 4%. Et donc, le pays est tout à fait bien positionné pour la reprise, mais surtout pour nous en tant qu'investisseurs aussi dans le pays, on est très investi en Mauritanie dans les secteurs clés de l'économie. Nous pensons que le pays est vraiment sur un point d'inflexion et sur le point de changer vraiment de trajectoire en termes de développement et d'attractivité comme destination pour les investissements. Donc, les secteurs prioritaires, climat des affaires, les projets PPP ou encore la politique d'investissement. Ce panel va vraiment essayer de décrypter en détail la stratégie nationale de développement de la Mauritanie. Et puis, nous discuterons des moyens mis en œuvre par le pays pour se positionner comme une destination de choix pour les investissements étrangers, mais aussi domestiques. J'ai l'honneur vraiment de recevoir sur ce panel, je dirais, des personnalités de haut niveau du pays, mais aussi des investisseurs et des opérateurs financiers qui sont tout à fait bien placés pour nous édifier sur la Mauritanie. Donc, nous allons avoir une introduction de la part de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Mohamed Ould Bilal Messoud, est suivi d'une introduction par son Excellence, Monsieur Ousmane Khan, ministre et de la promotion des secteurs productifs de Mauritanie. Je pense qu'il est très, très bien placé, étant donné le titre de sa fonction et notamment les mots-clés secteurs productifs de la Mauritanie qui sont assez uniques pour cette fonction dans la sous-région. Ensuite, nous avons Madame Aïstat Allam, directrice générale de l'Agence de promotion des investissements de Mauritanie, qui a une fonction, qui joue une fonction clé dans l'avenir du pays, mais aussi et surtout dans tout ce qui est investissement dans le pays. Nous avons Madame Leila Bouamatou, directrice générale de la régionale de banque de Mauritanie, une des plus grosses banques de la place et une des plus anciennes banques de la place, qui a vraiment une vision très très profonde sur l'économie du pays, à la fois au niveau des grandes entreprises et comme au niveau du tissu économique de façon générale. Et ensuite, nous avons M. Michel Van Akoy, qui est senior vice-président des relations gouvernementales de Kinross Gold Corporation, une entreprise minière qui travaille dans le domaine de l'or
qui est une des plus grosses dans le pays et qui va nous parler de son expérience en Mauritanie. Et pour finir, nous avons M. Abdellahi Babé Zeyad, directeur de la planification, de la coopération et du suivi évaluation au ministère de l'Agriculture de Mauritanie, qui nous fera une présentation sur le secteur de l'agriculture et les opportunités dans le secteur. Juste quelques éléments pratiques. Donc, je disais que son Excellence le Premier ministre et son Excellence Monsieur le ministre des Affaires économiques vont poser un peu les jalons pour cette discussion et cette session. Et ensuite, nous allons ouvrir le panel avec nos prestigieux panélistes que nous avons ici. Ensuite, nous conclurons par une présentation sectorielle par Monsieur Zeyad. Et puis, on bouclera par des mots de clôture des différents panélistes. Sans plus attendre, je vous propose de démarrer la session avec le keynote speech de son Excellence, Monsieur le Premier ministre de Mauritanie. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales et nos partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les dirigeants d'entreprise, honorables invités. J'espère tout d'abord que vous êtes toutes et tous en parfaite santé, où que vous soyez, ainsi que vos familles et proches. Nous nous enorgueillissons, en Mauritanie, de notre position de trait d'union entre le Maghreb arabe et l'Afrique subsaharienne, deux régions de notre continent aux atouts considérables. Et nous portons haut tous les héritages qui découlent de cette double appartenance, que nous nous efforçons de concrétiser et d'approfondir, notamment à travers les accords avec les pays du Maghreb, la ratification de l'accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine, ainsi que l'accord d'association avec la CEDEAO. Nous sommes réunis aujourd'hui, décideurs et investisseurs africains, pour discuter de ce qu'offre notre continent au monde de demain, un avenir où l'Afrique, notre jeune et bouillonnant continent, sera sans doute le pivot de l'économie mondiale. Mesdames et Messieurs, Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, dit au sujet du secteur privé dans ses engagements au peuple mauritanien, je cite, « Nous souhaitons promouvoir une croissance forte, durable et inclusive, portée par un secteur privé que nous voulons comme un partenaire privilégié et moteur de la croissance. » Fin de citation. C'est fort de cet engagement que nous avons amorcé résolument un ensemble de réformes importantes dans différents secteurs afin de positionner la Mauritanie comme destination de choix pour les investisseurs. Une ambition et une vision portées par le gouvernement à travers le programme prioritaire élargi du président de la République visant la relance de l'économie en cette période de crise sanitaire. Pour concrétiser cette orientation, nous avons fait de la promotion de l'investissement et de l'amélioration du climat des affaires et de la modernisation du dialogue public-privé quelques-unes de nos priorités. En créant un Conseil supérieur de l'investissement présidé par son Excellence le Président de la République, puis en instituant un comité interministériel dédié que je préside moi-même et dont le but est d'apporter des améliorations constantes à l'environnement des affaires, autant pour l'investisseur national qu'étranger. Mesdames et Messieurs, la diversification de notre économie et l'amélioration de sa compétitivité avec le développement des secteurs à forte valeur ajoutée et créateurs d'emplois tels que la pêche, l'agriculture, l'élevage sont également des priorités nationales. Notre pays est réputé pour son secteur minier et bientôt pétrolier, mais nous sommes convaincus que le moment est venu
de tirer le meilleur profit de toutes nos ressources nationales. C'est pour atteindre ces objectifs et mobiliser les investissements nécessaires que le gouvernement a intégré la promotion des secteurs productifs au département de l'économie et créé dans le même esprit une agence de promotion des investissements. Mis à jour le code des investissements, devenu depuis lors plus incitatif. Actualiser et moderniser l'ensemble des législations sectorielles, y compris le code du commerce et celui des marchés publics. Moderniser le cadre juridique et institutionnel des PPP. Réviser la loi portant création de la zone franche de Nouadhibou pour la rendre plus attrayante et facile d'accès aux investisseurs. Introduire des mesures renforçant considérablement les garanties offertes aux investisseurs dans le domaine fiscal. Adopter une nouvelle loi pour le règlement des petits litiges afin d'alléger les procédures judiciaires en matière civile et commerciale et créer un centre de médiation et d'arbitrage pour accélérer et faciliter le règlement des litiges auxquels pourraient se trouver confrontés les investisseurs. Et enfin, adopter une stratégie de développement de la formation technique et professionnelle pour répondre aux besoins en personnel qualifié. Toutes ces améliorations et mesures sont, faut-il le rappeler, sont parfaitement articulées avec la stratégie nationale de croissance accélérée et de prospérité partagée. Mesdames et messieurs, dans la même lancée, une nouvelle génération de réformes plus profondes va être lancée les jours à venir et portera entre autres sur la refonte de la justice commerciale, la modernisation du registre de commerce, la dématérialisation des procédures au niveau du guichet unique, la mise en application du Code des droits réels et la numérisation des moyens de paiement. Toutes ces mesures, mesdames et messieurs, n'ont qu'un but: consolider les acquis et pallier les insuffisances constatées en matière de promotion de l'investissement et d'amélioration du climat des affaires. Je vous prie donc, à venir nombreux investir en Mauritanie, vous ferez de bonnes affaires tout en jouissant de l'hospitalité mauritanienne légendaire. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre. À présent, je vais inviter Monsieur le ministre des Affaires économiques à faire son introduction. Merci. Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, honorables invités, distingués participants, Mesdames et Messieurs. Bonjour et bienvenue à cette session dédiée à l'investissement en Mauritanie. Bonjour à M. Alioune Meiga, que je suis toujours heureux de saluer, même si c'est en virtuel. Je me réjouis de participer à cette édition spéciale du Africa CEO Forum, que j'aurais préféré en présentiel. Mes propos viennent en complément de ceux que vous venez d'entendre, ceux du Premier ministre de la Mauritanie, Son Excellence M. Mohamed Ould El Messoud. Il y a 2 ans, notre pays était à l'aube de changements importants. Un nouveau président démocratiquement élu, un nouveau programme économique et social, un nouveau style de gouvernance, une nouvelle vision, de nouveaux espoirs pour le peuple mauritanien. Certes, ces 2 années qui viennent de s'écouler ont été marquées par 18 mois de crise sanitaire aiguë, qui perdure malheureusement. Et malgré les mesures d'atténuation, l'impact sur la croissance en Mauritanie, à l'instar de tous les pays du monde, s'est fait ressentir sur notre économie, sur la vie des populations aussi. Dans l'urgence, le gouvernement mauritanien a, dans le cadre du programme du président de la République, élaboré un programme d'investissement ambitieux qui représente environ 10% du PIB sur une période d'exécution de 30 mois. Un plan national multisectoriel de riposte à la Covid, afin d'atténuer l'impact de la pandémie sur les populations et les acteurs économiques. Plan qui s'est articulé autour de 3 piliers. La réponse sanitaire et sécuritaire à la pandémie, les mesures d'atténuation de l'impact socio-économique de la pandémie
et le pilotage, la coordination et le suivi du plan de veille économique. Quelques mois après l'avènement de la pandémie, l'on prévoyait une contre-performance de la croissance de 3,2%. Finalement, nous avons bouclé l'année avec un recul du taux de croissance de 1,76%. C'est dire que les mesures prises par le gouvernement dès le mois d'avril 2020 et étendues en septembre 2020 ont pu atténuer le choc sur l'activité économique. La pandémie nous a confortés dans notre conviction qu'aujourd'hui, il est nécessaire de repenser nos modèles. Et pour nous, l'investissement privé, national et direct étranger fait partie intégrante de ce nouveau modèle pour une croissance durable et inclusive. Parallèlement aux plans et programmes conduits sur le terrain, et pour prendre en compte tous ces enjeux, le gouvernement a décidé de mettre un accent particulier sur les secteurs productifs, l'agriculture, l'élevage et la pêche. Ils sont aujourd'hui exploités très en deçà de leur potentialité réelle. Le secteur privé joue un rôle important comme moteur de croissance et constitue un facteur de valorisation de notre potentiel de ressources naturelles. Le développement des PME et le recours au partenariat public-privé sont des pièces essentielles de la nouvelle approche de développement de notre tissu économique. Le Premier ministre l'a rappelé dans ce mot d'ouverture, la Mauritanie jouit d'importantes ressources naturelles qui ont pu être mises en évidence ces dernières décennies. Nous sommes conscients aujourd'hui de la nécessité de la diversification et nous y travaillons. Des actions sont menées pour atteindre ces objectifs et mobiliser les investissements nécessaires. Le premier chantier sur lequel nous nous sommes attelés est la réforme du secteur agricole. La nouvelle approche vise à valoriser le potentiel agricole du pays avec l'implication effective de toutes les parties prenantes, les populations propriétaires terriens, les investisseurs privés et bien entendu l'État. Nous voulons attirer des investissements importants et des investisseurs sérieux qui seront en mesure de nous aider à valoriser notre potentiel agricole. C'est un projet très important pour le pays, car au-delà des enjeux d'investissement, c'est la sécurité alimentaire de la population, la rétention des populations dans leur terroir et la lutte contre le chômage massif qui sont en jeu. L'élevage, dans la même continuité, est un axe majeur de la nouvelle politique du gouvernement. La valorisation et la transformation des produits dérivés sont d'intérêt. Les efforts de promotion du secteur production sont orientés à ce niveau. Les PME chez nous, mais également partout ailleurs en Afrique, on ne cesse de le rappeler, sont la colonne vertébrale de nos économies. Elles ont besoin de plus d'appui et de solutions adaptées à leurs problèmes de financement. Elles ont également besoin d'être captées par le circuit économique, ce qui n'est pas le cas actuellement, en l'occurrence pour près de 80% de ces dernières qui sont dans l'informel. À cet effet, le gouvernement a adopté le 14 juillet 2021 un dispositif national pour le développement de l'entrepreneuriat. Venant en appui à l'Agence pour la promotion de l'investissement en Mauritanie, APIM, ce dispositif répond aux problèmes que se posent les entreprises mauritaniennes, les entrepreneurs mauritaniens en herbe. Le premier problème est le besoin de capital, d'où le projet de création d'un fonds d'investissement avec une participation de l'État mauritanien aux côtés des privés nationaux et internationaux. Le deuxième problème est le besoin de ressources financières longues, d'où l'initiative en cours de réviser la politique de crédit de la Caisse de dépôt et de développement, qui est aujourd'hui la Banque publique de financement du développement. Le troisième problème est la nécessité de disposer de garanties adaptées au financement sollicité, d'où la décision d'accélérer l'opérationnalisation du Fonds national de garantie et d'avoir accès à des instruments internationaux de garantie pour les opérateurs économiques mauritaniens. Le quatrième problème est le besoin d'informations économiques fiables et de données pertinentes, d'où la réforme du système statistique national et la création de l'Agence nationale de la statistique et de l'analyse démographique et économique, l'ANSAD. La mise en œuvre de ce dispositif national ouvrira plus de possibilités pour un secteur privé plus dynamique, avec un ensemble de PME intégrés dans l'économie nationale, porteuses de croissance et génératrices d'emplois. Les partenariats publics-privés sont une autre voie pour la réalisation de projets structurants de notre pays. C'est ainsi que la loi PPP a été révisée pour la rendre plus opérationnelle et une direction générale dédiée à la réalisation de projets PPP a été mise en place. Le pipeline de projets PPP s'enrichit avec aujourd'hui une vingtaine de projets prioritaires
allant de l'alimentation en eau potable au stockage des hydrocarbures. 2022 devrait voir plusieurs projets importants arriver à maturité, de nouvelles infrastructures donc, de nouvelles sources de croissance aussi, pour in fine une amélioration de la qualité de vie de la population. Nous avons fait de la promotion de l'investissement, de l'amélioration du climat des affaires et de la normalisation du dialogue public-privé quelques-unes de nos priorités, avec notamment la mise en place des structures dédiées comme l'Agence de promotion des investissements en Mauritanie, APIM, qui est à l'initiative de cette session et qui traduit la volonté de la Mauritanie de se faire connaître davantage et se positionner sur la scène internationale comme une destination de choix pour les investisseurs. Mesdames et messieurs, comme vous l'avez sans doute constaté, la Mauritanie opte pour une politique audacieuse de réformes économiques. Une nouvelle dynamique est en marche. Cette politique vise à mettre en place un cadre attractif pour l'investissement privé, porteur de croissance et d'emploi. L'État continuera aussi à tenir son rôle. Il s'agit de libérer les énergies, rassurer les investisseurs avec notamment un engagement continu pour la sécurité nationale et régionale. Pays du Sahel, certes, mais pays de paix et de sécurité aussi. Pays sûr sur toute l'étendue de son territoire national. Pour finir, un aspect important sur lequel nous misons est le cap sur la transition écologique et énergétique. Le monde le découvre petit à petit. La Mauritanie est un pays qui jouit de ressources quasi illimitées, la positionnant sur la scène mondiale de nouvelles sources d'énergie telles que l'hydrogène vert. Nous venons de signer des partenariats avec des entreprises leaders dans le domaine. Des investissements importants seront nécessaires pour la mise en œuvre de ces projets. Des investissements importants seront aussi nécessaires en amont pour plus de retombées économiques pour le pays. Pour nous accompagner dans ces ambitions, je vous souhaite une bonne session avec le prochain panel et vous dis à très bientôt à Nouakchott. Avant de vous quitter, je suis heureux de vous laisser entre les mains expertes d'un trio particulièrement talentueux, Aïssata Lam, Leila Bouamato et Mickey Van Akoy. Je vous remercie. Merci beaucoup, Excellence, Monsieur le ministre des Affaires économiques, et auparavant, son Excellence, Monsieur le Premier ministre aussi. À présent, nous allons pouvoir passer au panel. Et comme disait le ministre, nous avons un excellent panel de gens éminemment qualifiés pour parler de la Mauritanie, étant donné leur position et leur expérience dans le pays. Je vais commencer par Madame Lam, directrice générale de l'Agence de promotion des investissements de Mauritanie, et commencer par une question vraiment fondamentale, mais en même temps simple. Par quels moyens l'APIM s'emploie-t-elle à faire de la Mauritanie une destination de choix pour les investisseurs? Et en répondant à la question, vraiment mettre l'accent sur ce qui a été fait récemment, et notamment le ministre a parlé des nouveaux gouvernements, d'une nouvelle forme de gouverner, d'une nouvelle forme de gérer l'économie, et en mettant l'accent sur cet aspect-là. Madame Lam, je vous passe la parole. Merci beaucoup, Monsieur Maïga. Très heureuse vraiment d'être à vos côtés, et aux côtés aussi de ce brillant panel que je remercie vraiment d'avoir accepté l'invitation. Merci pour les mots introductifs. Et comme vous le disiez, je pense qu'il n'y a pas meilleure personne pour modérer ce panel, parce que je pense que vous connaissez aussi bien, sinon mieux que nous, la Mauritanie, pour y avoir beaucoup travaillé. Donc, j'en profite pour remercier AFC, qui est vraiment un partenaire avec qui nous travaillons côte à côte. Comme ça a été rappelé dans les mots introductifs du Premier ministre et du ministre Khan, l'APIM est vraiment, je dirais, le dernier nouveau dans l'écosystème de la promotion des investissements. C'est une nouvelle structure qui se veut vraiment ambitieuse, audacieuse, pour reprendre les mots du ministre Khan. Le président de la République nous a vraiment donné des orientations très claires en termes de positionnement. Le message qu'on veut lancer, c'est vraiment Mauritania is open for business, et on veut positionner le pays à la hauteur de ses potentialités. Donc, notre mission vraiment se résume, si je puis dire, sur 3 grands axes. Dans un premier temps, tel que précisé dans le décret, c'est vraiment faire connaître le pays, le positionner comme destination de choix pour les investisseurs,
On a un pays avec d'énormes potentialités et malheureusement qui ne sont pas mis assez en avant. Ça va être notre rôle de le faire, donc à travers des plateformes de ce genre, à travers des roadshows à l'international. Donc, pour répondre clairement à votre question, depuis la création, donc en début d'année, on a eu à justement faire ce travail de prospection à l'international pour aller un petit peu parler de la structure étant la vitrine des investisseurs pour le pays, mais également les potentialités de la Mauritanie qui sont reconnues par tout le monde. Donc, nous, notre challenge, ce sera vraiment transformer ces potentialités en réelles opportunités concrètes sur le terrain. Ça, c'est le premier axe. Deuxièmement, la notion vraiment de facilitation pour les investisseurs à travers notamment le guichet unique qui est le bras opérationnel de l'agence. Donc, formalité administrative jusqu'à l'octroi du certificat d'investissement, donc où est listé vraiment tous les avantages du Code des investissements qui est notre outil de travail. Le Premier ministre l'a rappelé, une série de réformes sont en cours pour une amélioration de ce Code des investissements pour le rendre encore plus attractif. Donc, à ce niveau, on essaie de jouer notre rôle de facilitateur et pour finir, être force de proposition. Donc, le volet plaidoyer pour cette amélioration du climat des affaires qui est vraiment centrale. On a listé ces réformes qui sont en cours, qui vont de la justice commerciale au niveau fiscal jusqu'au, par exemple, au niveau des douanes. Nous, notre rôle sera vraiment de remonter l'information, être en contact direct avec les investisseurs internationaux et nationaux pour pouvoir apporter des solutions concrètes aux décideurs pour cette amélioration du climat des affaires. Merci beaucoup, Madame Lam. Vraiment un très bon résumé de comment vous travaillez et notamment de rappeler que la PIM est effectivement récente avec de grandes ambitions et, à mon avis, tout le potentiel pour pouvoir réaliser ces ambitions-là pour le pays. Je vais passer à Madame Boamatou. Je suis moi-même côté AFC, j'ai passé la plupart de ma carrière à investir dans les banques. Et je dis tout le temps, les banques constituent la fenêtre sur l'économie. À chaque fois que je vais évaluer une banque dans un pays, j'apprends énormément sur la structure économique et des fois même sociales du pays. Et la GBM a été aussi un client de l'AFC, donc on était ravis d'avoir eu ce partenariat-là et on pense continuer aussi dans l'avenir. Madame Boamatou, une question pour vous. La question pour vous, c'est vraiment comment est-ce qu'une banque comme la GBM accompagne-t-elle le développement du secteur privé et la création de valeur en Mauritanie? Assalamu alaikum, bonjour. Bonjour Monsieur Maïga, bonjour chers amis. Je vous remercie infiniment de nous avoir donné l'opportunité de présenter notre pays et les différentes opportunités d'investissement pour la Mauritanie. Mais je pense aussi qu'il est assez important d'expliquer aux participants comment déjà se présente le secteur bancaire en Mauritanie, qui comprend aujourd'hui 19 banques en activité, dont 4 à capitaux majoritairement étrangers. Un intérêt porté surtout en raison des perspectives prometteuses liées à la découverte des gisements d'or, de pétrole et de gaz. Comme vous le savez, le financement de l'économie est la principale fonction du système bancaire du pays. Et en dépit de cette pandémie, notre secteur s'est acquitté convenablement de sa mission. Aujourd'hui, l'encours global des concours bancaires à l'économie s'est chiffré à plus de 74 milliards de guillas, ce qui fait à peu près une contre-valeur d'à peu près 2 milliards de dollars. 60% de ces prêts sont destinés au secteur essentiel et prioritaire de l'économie, comme le commerce, les services, les BTP, la pêche et les industries. D'un autre côté, vous avez aussi les institutions de microcrédit et leur rôle qu'ils peuvent jouer. Ils sont aujourd'hui au nombre de plus de 21 institutions. Elles jouent un rôle extrêmement important car elles touchent aux populations pauvres. Elles peuvent de ce fait aider à
à élever le niveau de vie de ces populations, à créer des emplois et la demande pour de nouveaux biens et services et par conséquent contribuer à la croissance économique. Maintenant, le plus important, c'est quel rôle nous jouons en tant que banque et comment nous accompagnons le développement du secteur privé. Déjà, comme un des acteurs de ce secteur, l'AGBM aujourd'hui est la première banque mauritanienne par sa capitalisation. Et nous n'avons pas besoin quand même de dire que nous répondons aux critères de solvabilité et de liquidité les plus exigeants. La Générale de Banque de Mauritanie, pour l'investissement et le commerce, a toujours eu pour vocation le conseil et le financement des entreprises, et d'ailleurs qui évolue dans le secteur de l'économie mauritanienne. Vous avez l'énergie, les mines, la pêche, les infrastructures, les industries, les télécoms, les services, etc. Grâce à son profil de banque et grâce à son expérience et surtout son profil de banque de toute taille, c'est-à-dire des corporates, PME, PMI, nous sommes aujourd'hui en mesure d'offrir à nos clients les solutions les mieux adaptées à leurs besoins, ainsi que le suivi et l'accompagnement. Aujourd'hui, grâce à notre partenariat qui est assez développé avec les bailleurs de fonds, dont la SFI, bien entendu, la BEI, la BAD et plus récemment encore le FADES ou la Freximbank, nous sommes aujourd'hui en mesure de proposer des financements d'investissement à moyen et à long terme. Et voilà le rôle que nous jouons et que nous pouvons aussi aujourd'hui permettre à beaucoup ou de nombreuses PME de démarrer leurs activités, de se développer et de se diversifier. Et d'ailleurs, nous avons financé plusieurs dizaines d'usines de transformation de produits de la pêche. Nous avons financé quelques usines dans le secteur agricole, comme le décortiquage de riz, l'aliment de bétail. Nous avons financé des usines dans le secteur agroalimentaire, comme la transformation par exemple des conditionnements des produits laitiers, les biscuits, les pâtes, etc. Donc notre banque aujourd'hui, en parallèle, offre divers crédits de fonctionnement à ces entreprises, et notamment surtout pour le financement du commerce international. Et ceci grâce à notre vaste et large réseau de correspondants. Et c'est essentiellement pour l'importation de produits de première nécessité et des hydrocarbures. Pour répondre aujourd'hui efficacement aux attentes des entreprises, nous avons, et dans un monde surtout plus en plus connecté, nous avons mis en place un vaste projet de modernisation qui fera de notre banque dans l'avenir l'une des banques les plus digitalisées du pays. Il y a un autre aspect qui est assez important et surtout qui est celui des défis et les défis majeurs de notre système financier. Et aujourd'hui, l'un des défis que nous avons observé est surtout de convaincre les opérateurs du secteur informel de l'efficience du système bancaire et de les amener à s'y intégrer. C'est d'ailleurs l'un des obstacles, à mon avis, qui est l'aspect éthique. Et c'est pourquoi nous avons créé des filiales islamiques pour mieux répondre aux soucis de cette frange d'opérateurs. Et je pense que, pour vous dire déjà que les résultats s'annoncent prometteurs. Voilà. Merci beaucoup, Madame Bamatou. Et nous allons peut-être revenir sur les défis auxquels font face les clients privés par rapport à l'accès au financement. À présent, et je vous remercie aussi vraiment de l'exposé détaillé que vous avez donné de votre banque, mais aussi du rôle du secteur bancaire dans un pays comme la Mauritanie. Je vais passer à Monsieur Van Akoy, qui est un des plus gros investisseurs dans le pays, qui est aussi un client de IFC, comme la GBM l'a été, et avec lequel on a fait, je dirais,
certainement ce qui a été le plus gros financement direct étranger en Mauritanie, qui est une opération dont on est très fier. Mais je vais demander à M. Ban Akoy, comme un des plus gros investisseurs dans le pays qui est là depuis 10 ans, quelle a été son expérience en tant qu'investisseur étranger en Mauritanie? M. Ban Akoy. Thank you, Mr. Maiga, and thank you, panelists. Merci infiniment, monsieur. Merci beaucoup de m'avoir invité à prendre la parole. Effectivement, nous représentons l'investisseur privé le plus important. Depuis 2010, nous avons contribué au renforcement dans l'économie par toute une série d'actions. Nous avons pu offrir des emplois directs à plus de 3500 personnes. 97% d'entre eux sont des ressortissants mauritaniens. Étant donné la taille et l'horizon à long terme de notre projet en Mauritanie, eh bien, nous sommes vraiment des pionniers finalement pour les investisseurs étrangers dans ce pays. De façon générale, je dirais qu'au cours des 11 dernières années, eh bien, nous avons vu que le gouvernement mauritanien a apporté vraiment son soutien aux entreprises. Et je le dirais tout particulièrement depuis l'accession au pouvoir du président El Ghazouani, qui a vraiment témoigné de son soutien. Je vois que nous avons dans ce panel 2 ministres, le Premier ministre et le ministre Khan, ministre de son gouvernement, et nous sentons bien que l'accent est vraiment placé sur le soutien à apporter aux entreprises dans le pays. Nous le voyons vraiment très clairement et nous avons vu vraiment qu'il y a eu également des changements au cours des 2 dernières années. Ceci dit, eh bien, voilà, je ne peux pas dire que tout a toujours été très facile. C'est vrai que parfois nous avons eu des divergences d'opinion avec le gouvernement par rapport à ces questions de participation locale, de main-d'œuvre, numéro d'expatriés, les procédures administratives également, parce que je pense d'ailleurs que Madame Lam et le Premier ministre ont abordé justement ces procédures administratives, les questions liées à la fiscalité également. Je dirais que nous avons pu quand même surmonter ces obstacles, avancer malgré tout dans le temps. Et je voudrais tout particulièrement souligner ici 2 points qui me semblent vraiment très importants. Dans un premier temps, au cours de ces 11 années d'activité en Mauritanie, eh bien, je dois dire que nous n'avons jamais été confrontés au même type de défis que d'autres sociétés ont pu voir dans d'autres pays comme la Papouasie-Nouvelle-Guinée, la Tanzanie, la Namibie. Je dirais que ici, finalement, tout a été gérable. Et dans un deuxième temps, et je pense que c'est également quelque chose de très important, le gouvernement mauritanien a toujours été là pour soutenir les sociétés. Si nous regardons les 2 dernières années, notamment pendant la pandémie, eh bien, je dois dire que le gouvernement a apporté vraiment son soutien pour que les entreprises puissent continuer à fonctionner, à veiller à la santé de la population et a vraiment mis tout en œuvre pour que nous puissions continuer à produire. Et très récemment, nous avons eu un incendie sur un de nos sites et là, le gouvernement vraiment a mis tout en œuvre pour que les opérations puissent reprendre très rapidement. Je pense d'ailleurs que nous allons pouvoir reprendre les activités rapidement. Au cours des 10 dernières années, nous avons vu notre main-d'œuvre locale, notre base de fournisseurs au niveau local a évolué avec nous en même temps que nous. Nos acheteurs au niveau local continuent également à s'améliorer. Nous avons pu dépenser plus de 400 millions de dollars dans toute une série de catégories financières. Nous travaillons avec les fournisseurs pour qu'ils puissent vraiment nous aider à atteindre nos objectifs de modernité, de modernisation. Et c'est un voyage, en fait, qui se poursuit au quotidien en collaboration avec les employés. Comme je vous le disais, plus de 97% de la main-d'œuvre est mauritanienne. Et je dirais que c'est formidable, surtout quand on compare cette situation aux autres pays. Parfois, dans d'autres secteurs, eh bien, on n'a pas du tout le même pourcentage. Donc ça, c'est quelque chose vraiment de très intéressant.
In closure to your question, Mr. Maiga, I would just say our experience Oui, has pour répondre aussi à votre question, moi, je pense qu'il y a eu des hauts et des bas, mais globalement, c'est très positif, comme je le disais, hein. Et en plus, ce qui est très important, et pour d'ailleurs conclure, on est très optimiste sur l'environnement des affaires, sur le pays, et on est très impliqué, très engagé dans les 15 prochaines années de ce projet. Merci infiniment. D'avoir terminé ce ton très optimiste sur la Mauritanie, étant le plus gros investisseur dans le pays, comme vous l'avez dit. Je pense que vous avez tous été très généreux avec votre temps, avec vous-même sur votre temps, sauf Madame Lam. Donc, par souci peut-être de garder du temps pour la présentation de l'expert, on va peut-être faire un dernier round et puis passer à la présentation de l'expert. Donc, Madame Lam, je reviens vers vous avec une question vraiment sur quels sont votre vision sur le secteur porteur auquel les investisseurs devraient faire attention en Mauritanie ou s'intéresser en Mauritanie. Et est-ce que la pandémie a affecté en quoi que ce soit l'intérêt que quelqu'un devrait avoir pour la Mauritanie? Merci beaucoup, Monsieur Maïga. Écoutez, je pense que les secteurs ont été rappelés en mots d'introduction et j'étais contente d'entendre Mike avoir son retour d'expérience parce que moi, c'est véritablement de nos investisseurs vraiment VIP, si je peux utiliser ce terme, parce que non seulement le montant de l'investissement, mais on voit comment le côté mauritanien est impliqué. Et pour ça, c'est vraiment très, très important pour nous. Donc, merci beaucoup, Mike, pour le retour d'expérience. Et Leïla, évidemment, le secteur bancaire, je pense que c'est vraiment un des piliers. Et je suis contente de voir que la GBM joue ce rôle historique. Et permettez-moi cette petite parenthèse de gender, avoir à la tête aussi une femme comme Leïla Bouamatou, pour moi, ça me fait doublement plaisir. Donc, merci pour le soutien, pour supporter justement tous nos efforts de promotion à côté de ces secteurs que le ministère a rappelé, donc l'agriculture. Vraiment, là, en ce moment, il y a un focus particulier avec une réforme qui est en train d'être mise en place avec vraiment les trois parties, donc les populations, propriétaires terriens, l'État et les investisseurs. Donc pour nous, si aujourd'hui on est vraiment en phase de structuration, la feuille de route de la PIM, l'agriculture a une place primordiale. L'élevage, aujourd'hui, lorsqu'on voit les chiffres pour ce secteur, on dit toujours pour rigoler qu'il y a plus de bétail que d'êtres humains en Mauritanie, et ça, vous le savez. Il y a, je pense, un cheptel de 30 et plus millions et on est une petite population, donc on dit toujours, oui, chaque Mauritanien a son chameau, c'est pas vrai, mais en tout cas, il y a beaucoup de chameaux, il y a beaucoup de bœufs et de moutons, et aujourd'hui, le challenge, c'est de vraiment exploiter ce potentiel, donc les différentes filières, viande rouge, lait, les peaux, les os, donc il y a aussi une réelle réflexion qui est en train d'être menée à ce niveau. Les pêches, pour citer le troisième secteur productif, là, le challenge, c'est vraiment passer de toute l'économie d'exportation de poissons crus à la transformation locale. Donc, tout le thon qu'on exporte et qu'on réimporte dans des cannes à 3 fois plus cher alors qu'on peut le faire chez nous, ça, je trouve qu'il y a un réel enjeu. Pour répondre à la dernière question, je pense que évidemment la pandémie, on va pas repasser sur tous les challenges que ça a créés. Ça nous a juste démontré que la compétition est encore plus rude, parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est pas à l'investisseur de faire ce choix. Sa matrice décisionnelle, elle est claire. Donc l'investisseur, il va pas chercher midi à 14h. Je pense que la balle est plutôt dans notre camp. Donc là, la balle est dans notre camp, c'est à nous de se repositionner, de voir les choses plus claires. On sait que les ressources sont de plus en plus restreintes dans un monde qui est de plus en plus compétitif. Donc, c'est à nous de se positionner bien, c'est à nous de montrer les réelles potentialités, c'est à nous de rassurer les investisseurs. Donc, tous les points que Mike a adressés tout à l'heure sont vraiment très pertinents parce que c'est des informations que nous, on doit prendre en considération pour pouvoir
alimenter notre plan d'action par la suite afin de se positionner post-Covid, afin d'être un pays attractif. Donc, je dirais ça. Merci beaucoup. Vous avez fait 3 minutes exactement. C'est ce que m'avait conseillé Jeune Afrique. Merci beaucoup, Madame Lam. Et vraiment, vous avez bien résumé. C'est vrai qu'il y a les grands secteurs, les gros secteurs miniers, et puis aussi le secteur gazier, pétrolier qui est en train de se développer. Mais il y a vraiment le reste de l'économie qui est vraiment ce qui touche au cœur de l'économie et des populations, et qui reste l'agriculture, l'élevage et la pêche. Et donc, ces différentes chaînes de valeur ont toutes besoin d'être développées, d'être structurées, mais surtout de mettre en bout de chaîne toute une infrastructure industrielle pour pouvoir transformer localement. C'est vraiment un aspect que vous avez mentionné qui résonne beaucoup avec pour nous et pour AFC. Et sans cela, je pense que nos pays vont continuer vont mettre du temps à se développer. Et donc, j'apprécie vraiment votre intervention sur ce plan-là. Je vais repasser à Madame Bouamatou. Je ne sais pas si son micro est un peu mieux, mais on va essayer peut-être de corriger ça dans la version diffusée, mais on va revenir envers elle. Vous avez commencé à parler un peu des défis auxquels rencontrent les grands secteurs privés qui veulent investir en Mauritanie d'un point de vue bancaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus en 2 minutes, 3 minutes? Mais également, comment est-ce que la finance islamique pourrait peut-être jouer un rôle dans ce mix? Disons que d'une part, en ce qui concerne les défis que rencontrent les clients du secteur privé, nous avons d'une part l'environnement des affaires, qui reste bien entendu un obstacle majeur pour tout investisseur, et d'autre part, vous avez le rôle des banques dans ce secteur. Aujourd'hui, nous savons que dans ce qui concerne l'environnement des affaires, qu'il y a certes des mesures intéressantes qui ont été prises par les autorités actuelles et en vue surtout d'améliorer le climat des affaires. Il y a eu d'ailleurs un comité interministériel chargé de l'amélioration de l'environnement des affaires et même de la promotion de l'investissement qui a été mis en œuvre avec une feuille de route ambitieuse. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous suggérons d'aller un tout petit peu plus loin. Et à mon avis, il y a lieu de rendre l'administration plus proche des usagers, plus efficace et moins bureaucratique, de mettre en place un véritable code d'incitation aux investissements. D'ailleurs, et c'est en cours, il y a lieu de reformer et de moderniser notre système judiciaire, mais aussi de rendre notre système de change, disons, plus flexible et plus opérationnel. D'un autre aspect, nous avons les banques. Les banques aujourd'hui restent la principale source de financement formel pour les investissements du secteur privé, et ces secteurs doivent offrir ces banques plutôt doivent, je pense, offrir à ce secteur un plus large éventail de produits financiers qui sont généralement accompagnés de cadres réglementaires flexibles. C'est-à-dire qu'au-delà de la disponibilité des financements, il y a la problématique de l'accès au financement, et surtout pour les PME et les PMI. Et ça couvre également les questions de l'accessibilité et de la qualité des financements. Et par exemple, nous prenons l'exemple des garanties, comme ce qui a été mentionné par son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires économiques, que les garanties aujourd'hui demandées sont fréquemment citées comme l'un des obstacles majeurs empêchant les entreprises privées de se financer. Il y a un deuxième aspect qui est extrêmement important, c'est l'accès à un financement à long terme. Et c'est un défi ou un obstacle, car les établissements aujourd'hui financiers locaux peinent à accorder des prêts à échéance longue, et tout ce qui est disponible actuellement est essentiellement à court terme. Donc par conséquent,
la rareté des financements à long terme affaiblit le potentiel de croissance et des investissements du secteur privé. En ce qui concerne, je pense, la finance islamique pour les investisseurs aujourd'hui, je pense que le plus important, d'après votre question, ce que vous voulez, c'est que j'élabore plus sur le rôle et l'importance que peut jouer la finance islamique pour les investisseurs qui demandent ce type de financement. Il faut comprendre aujourd'hui que nous avons un secteur financier, le secteur financier mauritanien est dominé par le secteur bancaire, et qui est composé d'ailleurs par 19 banques et dont 7 banques islamiques. Et c'est cette banque sur 35% des crédits à l'économie. Le financement aujourd'hui islamique est assuré, disons, à la fois par les banques classiques et les banques islamiques. Et donc, on voit bien entendu une cohabitation qui se passe relativement bien, d'ailleurs avec une concurrence plus ou moins saine et qui se matérialise sur le plan opérationnel par l'augmentation et même la diversification du financement de l'économie. Donc, il faut d'ailleurs souligner que la finance islamique est fortement demandée aujourd'hui, et surtout par un grand nombre de musulmans qui cherchent des produits financiers qui sont conformes à la charia. La finance islamique aujourd'hui offre à d'opérateurs les mêmes avantages et les mêmes produits bancaires que la finance conventionnelle. Elle est d'ailleurs, disons qu'elle est d'ailleurs le meilleur moyen de bancariser le système informel en Mauritanie, qui échappe à tout contrôle et d'ailleurs fausse les données économiques du pays. Et ce sont d'ailleurs des données sur lesquelles sont basées toutes les politiques économiques et les stratégies du pays. Je vous remercie beaucoup. Je pense que vous avez touché au problème majeur dans tout ce qui est accès au financement dans nos pays. Il y a d'abord vraiment le côté informel qui joue un frein énorme en fait à la visibilité des banques. Enfin, je vais peut-être défendre pour une fois les banques parce qu'on a tendance à les accuser de dire qu'on a besoin de visibilité pour pouvoir se projeter à l'avenir et prêter à quelqu'un. Et je pense que la formalisation ou le manque de formalisation est un frein important. Le deuxième, c'est le système judiciaire, vous avez dit. La résolution des impayés, des crédits douteux et tout ça est très importante pour une banque. Et un système fluide permet aux banques de pouvoir prêter en sachant qu'ils ne vont pas passer 7 ans à recouvrer, à réaliser les garanties. Et vous avez touché aussi à quelques aspects, je dirais, macro, en termes de régime de change et des choses comme ça, qui ne sont pas parfaits. Dans la plupart des pays en Afrique, ce n'est pas parfait. Mais je pense que globalement, si on améliore un peu la fluidité du régime de change, ça peut améliorer aussi le fonctionnement du système bancaire. Je vais revenir à M. Mike Van Akoy et lui demander de nous donner un peu sa perspective sur les opportunités d'investissement pour d'autres compagnies et en même temps, s'il pouvait aussi nous donner peut-être ou donner des conseils à ces compagnies qui voudraient, à ces entreprises qui voudraient investir en Mauritanie. Yeah, no, absolutely. Oui, tout à fait. D'abord, merci beaucoup de cette question. Je pense que tout d'abord, eh bien, j'aimerais revenir à ce que l'on disait, peut-être un investisseur en Mauritanie. Je pense que, eh bien, le pays a l'un des plus importants
des plus importantes lois fondamentales pour les investisseurs, c'est-à-dire tout ce qui concerne la stabilité politique et sociale depuis des années maintenant. Le gouvernement se concentre sur les capacités à développer et le pays a une main-d'œuvre très jeune. Et aussi, il y a des améliorations dans les infrastructures, il y a des excellents aéroports, d'excellentes connexions internationales, hein, et cela peut attirer la main-d'œuvre, les fonds et les financiers qui ont la possibilité d'avoir accès à des restaurants, à des zones commerciales et évidemment tout ce qui concerne les côtes et ainsi de suite. Donc, la pression et les facteurs sont tous très positifs. Ensuite, je pense que globalement, la situation du pays est tout à fait positive au niveau des impôts, des taux d'imposition et aussi, je pense qu'il y a un niveau élevé aussi, global. Et donc, je pense que le gouvernement actuel a aussi amélioré le climat des affaires et aussi tout ce qui concerne les investissements. Et comme le Premier ministre le disait, c'est un environnement excellent pour tout ce qui concerne le secteur privé, en particulier les investissements dans le secteur privé, et pour que les investisseurs viennent dans le pays et puissent entamer des processus d'investissement, justement, dans les affaires. Et puis aussi ce que nous faisons dans d'autres pays dans le monde, ça marche très bien aussi en Mauritanie, justement. Et je pense que le défi pour tous les investisseurs actuels, c'est la facilité de faire des affaires, n'est-ce pas? Et comme Madame Lam et les autres collègues l'ont dit, on se concentre sur tous ces outils qui permettent de faciliter, d'abattre les barrières, de rendre le business et les affaires faciles, en tout cas plus faciles. Et forcément, le gouvernement a compris tout cela et se concentre aussi sur tout cela pour pouvoir créer un environnement propice et voilà. Et donc, bien évidemment, aussi en tant que société minière, nous savons que la Mauritanie a des ressources très importantes, très élevées au niveau de tout ce qui concerne les ressources en or, les ressources minières, et donc toutes les conventions aussi qui sont mises en œuvre. Et donc, le pays a un territoire très vaste qui n'est pas suffisamment exploré. Et donc, je pense qu'il faut aussi entrer en profondeur, peut-être dans plus d'exploration, et donc avoir des activités minières encore plus renforcées. Et donc, cela peut attirer encore plus les investisseurs. Et puis aussi, tout ce qui concerne finalement les opportunités d'investissement plus globalement, c'est-à-dire au niveau des services, dans le cadre du secteur minier, et la logistique, ce qui concerne la nourriture, la logistique, l'organisation. Donc bref, au-delà de notre niche des activités minières, je pense qu'il faut considérer toutes les activités que nous avons aussi dans le cadre de l'éducation, comme on le disait, mais également de l'élevage, du cheptel et ainsi de suite, comme vous le disiez, le bétail et ainsi de suite. Donc, il y a tellement d'opportunités aussi dans ce secteur, y compris pour tout ce qui concerne aussi la diffusion de la langue française et la formation, donc la formation et l'éducation par rapport à cette langue. Et je pense également deux autres points, si vous me le permettez. Je pense que c'est très important d'avoir une vue sur le long terme et de pouvoir considérer des investissements en créant des dialogues avec le ministère de l'économie, comme nous avons pu le dire, et expliquer aussi comment créer des partenariats, comment collaborer avec les agences des Nations Unies, par exemple, créer donc des opportunités à ce stade. Et puis aussi tout ce qui concerne, comme je disais, la qualité de la vie, oui, c'est très important. Et donc, il faut continuer sur cette lancée. Et puis aussi, comme je le disais au départ, eh bien, le recrutement, le développement de la main-d'œuvre locale, cela est crucial. Et chaque pays, donc
Mauritanie, comme les autres, doit se concentrer sur sa propre main-d'œuvre, sur ses propres richesses et comprendre les caractéristiques et ses richesses locales et les opportunités à développer en identifiant les partenaires, les parties prenantes, les actionnaires clés qui pourraient être intéressés. Et je pense que je suis d'accord avec ce que disait le Premier ministre au niveau de l'hospitalité de la Mauritanie, qui est très célèbre. Et d'ailleurs, j'en profite à chaque fois que je visite la Mauritanie et je visite la population. C'est un vrai plaisir et j'encourage chacun à le faire. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mike, pour ce plaidoyer extraordinaire pour la Mauritanie que je partage. Je pense que vous avez bien résumé dans votre secteur ce qui est possible, mais aussi dans d'autres secteurs. Mais surtout des conseils très utiles pour les investisseurs qui doivent venir s'installer et également, je dirais, l'importance de bien comprendre l'environnement dans lequel on opère. Je pense que c'est un effort qu'on ne peut pas faire l'économie. Et je pense que avoir passé 10 ans dans le pays, étant le plus gros employeur, le plus gros payeur d'impôts, je pense que vous êtes placé pour faire des commentaires sur ces aspects-là. Je vous remercie vraiment pour cette discussion très, très, je dirais, chaleureuse, mais très riche en contenu. À présent, on va passer à M. Zeyad pour faire une présentation sur le secteur de l'agriculture, qui, comme son excellence le Premier ministre, mais aussi son excellence le ministre des Affaires économiques et les différents panélistes ont mentionné, reste un secteur qui a beaucoup de potentiel en Mauritanie et que le pays veut vraiment développer à partir de maintenant de façon très, très intensive. Donc, je vous laisse la parole, M. Zeyad. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier l'Africa Forum pour organiser cette plateforme de concertation qui met en exergue les potentialités dont dispose la Mauritanie et donc éclairer les décideurs au plus haut niveau et les investisseurs pour venir investir en Mauritanie. La Mauritanie, comme vous le savez, est un pays sahélo-sahélien pour lequel le secteur de l'agriculture constitue l'un des principaux piliers de l'économie. En réalité, ce secteur contribue à plus de 15% au produit intérieur brut, assure la couverture de 40% de nos besoins nationaux en céréales et l'emploi des actifs ruraux à plus de 60%. Il assure la couverture des besoins en viande rouge et couvre une bonne partie de nos produits laitiers, du lait, des produits laitiers et du maraîchage, mais de manière malheureusement très saisonnière. Ceci est dit à ce que le potentiel énorme dont dispose la Mauritanie n'est pas malheureusement exploité. En effet, le grand potentiel dont on dispose, on n'en exploite que 140 000 hectares en irrigué et en maîtrise totale ou partielle de l'eau, environ 350 à 250 000 hectares en pluvial sous toutes ces formes de culture et plus de 16 000 hectares en phéniciculture. Il faut dire aussi que le pays dispose d'un potentiel hydrique très important, plus de 11,4 milliards de mètres cubes d'eau sont disponibles et on n'utilise malheureusement de ce potentiel que 15%. Ceci est consécutif à un ensemble de contraintes que l'État a diagnostiquées. En réalité, au deuxième semestre de l'année 2019, l'État a procédé à un diagnostic approfondi de la situation du secteur. Et nous avons identifié des contraintes majeures qui entravaient donc la bonne exploitation de ce potentiel. Parmi ces contraintes, on incite, pour ne pas être exhaustif, la problématique foncière, le cadre institutionnel et réglementaire peu adapté, un faible niveau de capital humain, ce qui a donc entraîné une agriculture faiblement productive, une forte dépendance de l'extérieur et par voie de conséquence aussi, les investisseurs privés le secteur n'arrive pas à les attirer malgré les opportunités dont on dispose. Et donc, pour lever l'ensemble de ces contraintes, donc, suite à l'avènement d'une gestion apaisée des affaires publiques, l'État a entamé un ensemble de réformes
D'ailleurs, leur Excellence, Monsieur le Premier ministre et Monsieur le ministre des Affaires économiques et de la promotion du secteur productif ont dénoncé l'essentiel. Moi, j'incite essentiellement certaines réformes spécifiques au secteur de l'agriculture. J'incite donc, tout d'abord, il faut le mentionner, d'ailleurs, son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires économiques l'a dit tout à l'heure, il y a eu une audition publique qui a regroupé donc l'ensemble des élus locaux, les parlementaires et les responsables des communautés villageoises de la zone de la vallée du fleuve Sénégal et de ses affluents. Et ce qui a abouti donc à une entente foncière qui a débloqué les statu quo qui empêchaient la mise en valeur de notre potentiel en terre. Et donc, il y a eu donc la mise en place d'un cadre de concertation et parallèlement à ça, le gouvernement a approuvé donc un schéma directeur de mise en valeur de notre potentiel agricole. Nous avons procédé aussi à une revue de nos stratégies sectorielles, surtout la stratégie de développement du secteur rural, la loi d'orientation agro-pastorale qui en était déclinée, et nous avons procédé à une mise en harmonie de notre plan national d'investissement agricole avec le programme du président de la République. Et il faut aussi dire, d'ailleurs on l'a dit tout à l'heure avec leur Excellence, qu'il y a eu le lancement d'un processus de mise en place d'un système de financement adapté, couplé d'une assurance agricole et de la mise en place de fonds de garantie et de bonification. Voilà, ça c'est donc les grandes réformes qui ont été entamées et qui sont en cours d'exécution. Ces réformes ont pour but essentiellement donc de promouvoir une agriculture moderne, compétitive et durable, par le développement des filières végétales à forte potentialité de croissance. Ceci passera nécessairement par l'orientation vers l'intensification, la diversification et surtout de travailler au bon traitement de la production, c'est-à-dire transformer l'agriculture, travailler à avoir des infrastructures de stockage, de transformation et surtout de commercialisation et de transport. Le deuxième objectif est donc de favoriser une meilleure intégration de l'agriculture à l'économie, tout en renforçant son rôle stratégique en matière de sécurité alimentaire et de lutte contre la pauvreté. Tout cela donc avec l'assainissement du climat des affaires, essayer d'orienter et d'encourager le secteur privé pour investir dans la production agro-pastorale et surtout dans l'agro-industrie, par le biais naturellement donc d'un développement soutenu des partenariats publics-privés. Voilà, donc ça ce sont les objectifs. Maintenant, le plan lui-même de relance est basé sur une stratégie qui donc repose sur deux leviers principaux. Donc, un levier qui est donc l'investissement, qui est donc relatif à le développement d'agropoles au niveau des zones à grande potentialité agricole. Il s'agit de développer des sites dotés de potentialités avérées en matière de production végétale et animale sous forme de fermes intégrées, modernes et commerciales. Ces piliers visent la promotion des filières à grande valeur ajoutée et moyennant naturellement le recours à l'investissement privé. Le deuxième pilier, son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires économiques a fait signaler un peu cette politique, ce programme de relance. Le deuxième pilier est relatif à l'aspect solidaire, qui est donc un investissement social pour l'agriculture de subsistance destiné aux petits et moyens agriculteurs, qui vise donc à améliorer leur situation de revenus et à assurer leur sécurité alimentaire. Naturellement, les flèches que vous voyez, c'est pour la synergie qui doit être donc entre ces deux leviers pour optimiser au maximum les investissements, aussi bien pour l'un que pour l'autre de ces leviers. La stratégie que nous avons adoptée est une stratégie donc participative. Nous avons impliqué tous les partenaires, tous les acteurs dans les maillons des chaînes de valeur des principales filières. Elle est multidimensionnelle. Elle prend en compte son aspect, donc tous les secteurs ayant de près ou de loin des connexions avec la production agricole. Donc, elle est évolutive, elle est évaluée, recadrée périodiquement. Elle est exécutive, son schéma de mise en œuvre est très facile et très simple. Elle est cohérente, ça veut dire qu'elle est en parfaite harmonie avec tous nos référentiels stratégiques. Je vais dire par là la stratégie de croissance accélérée et de prospérité partagée, la vision 2063 de l'Union africaine, le programme détaillé de développement de l'agriculture en Afrique, c'est-à-dire les objectifs de Malabo, et aussi notre stratégie de sécurité alimentaire. Voilà donc sa cohérence est
et c'est justifié par cela. Donc, les fondements de ce plan national sont de quatre ordres. Il y a tout d'abord le renforcement de l'État et de ses partenaires techniques et financiers, la promotion de l'investissement privé et solidaire, c'est le seul investissement privé qui va davantage développer l'agriculture, la responsabilisation des acteurs et la promotion du partenariat public-privé et l'assainissement des conditions cadres et l'amélioration du climat des affaires. Donc, ceci est donc le plan de relance de l'agriculture est donc décliné en feuille de route opérationnelle des business plans basés sur une approche filière et partenariat reposant sur un socle de mesures transversales qui visent l'amélioration des conditions cadres de l'assainissement du climat. J'incite pour ne pas être exhaustif la recherche, le conseil et l'innovation, les infrastructures agricoles, le cadre juridique et institutionnel et surtout les autres services agricoles tels que la mécanisation, les constructions horticoles, les infrastructures, etc. Voilà, donc ça c'est vraiment les grandes lignes, les feuilles de route de développement des filières les plus importantes à grande valeur ajoutée. Et il faut dire aussi que la Mauritanie dispose d'opportunités incitatrices pour l'investissement. Il y a donc les filières à grandes opportunités de croissance. Il y a des ressources hydriques que je viens d'énoncer en matière qui sont très importantes. La position géographique, la Mauritanie est au port de l'Europe et le trait d'union entre l'Afrique du Nord et l'Afrique du Sud. Les produits maraîchers, les primeurs mauritaniennes en produits maraîchers peuvent être vendus en Europe avant la production de l'Afrique du Nord. Et donc, c'est le cas de certaines spéculations telles que la tomate cerise, telles que les cultures maraîchères de manière générale, l'arboriculture fruitière. Mais il faut aussi dire que comme nous avons un potentiel de cheptel qui est très important et que nous orientons vers intensifier, développer, améliorer, moderniser ce système d'élevage, nous avons en charge la production de suffisamment de cultures foragères. Donc la culture foragère est une filière très porteuse. Donc il y a aussi une stabilité. Bon, la culture foragère est très porteuse. Il y a la culture du blé. Vous savez que nous continuons malheureusement à importer plus de 95% de notre consommation de blé. Et il y a aussi les cultures industrielles telles que la culture de la canne à sucre. Et il y a aussi les produits du terroir qu'il faut vraiment valoriser, tels que les dattes. Vous savez, les dattes mauritaniennes sont très appréciées. Il y a une forte demande au niveau des pays limitrophes, surtout les pays situés au sud-est de la Mauritanie. Voilà en gros et de manière très résumée la présentation que j'ai voulu vous présenter. Il s'agit juste d'une illustration des grandes réformes que leur Excellence, Messieurs les ministres, ont énoncées dans leur mot introductif. Merci, je vous remercie pour votre aimable attention. OK, merci beaucoup, M. Zayad, pour cette très bonne présentation sur les opportunités dans le secteur de l'agriculture en Mauritanie, un secteur sur lequel le gouvernement mise vraiment fortement pour développer le pays, créer des emplois, créer de la valeur dans le pays. On va maintenant vers la conclusion de ce panel. Et pour conclure, je vais peut-être donner la parole à nos différents panélistes pour qu'ils puissent vraiment faire 2 minutes chacun de conclusion. Je vais commencer par l'ordre inverse. Donc, je vais commencer par M. Mike. Après, s'il peut juste donner quelques mots de conclusion. Vous avez 2 minutes, mais vous pouvez faire moins que 2 minutes si vous voulez. Thank you, Mr. Maiga. Look, Merci beaucoup, Monsieur Maiga. Eh bien, c'est un panel vraiment formidable et je dois dire que c'était incroyable pour moi d'avoir la possibilité de participer à cette conversation. Je pense que c'est peut-être une des premières fois d'ailleurs qu'un tel panel est organisé et j'ai vraiment beaucoup apprécié y participer. Je pense avoir eu l'occasion de rencontrer la plupart des panélistes déjà par le passé et j'espère avoir la possibilité de rencontrer les autres. Alors, pour conclure, je pourrais peut-être résumer les grands messages clés, ce que je vais retirer de cette discussion.
La Mauritanie est un pays très intéressant dans lequel on peut y faire des affaires. C'est un pays qui offre énormément de possibilités. Le gouvernement a vraiment l'intention d'attirer des investisseurs et d'après ce que j'ai entendu aujourd'hui, le gouvernement se concentre vraiment sur les secteurs, les domaines les plus pertinents et cela va permettre vraiment d'attirer davantage d'investisseurs dans le pays. Donc voilà, je pense que c'est un cadre en tous les cas extrêmement positif et je suis ravie également de voir qu'il y a une réactivité également. Les différents points que nous avons pu soulever ont été pris en compte et cela a débouché sur des changements. Donc vraiment, j'espère que les différentes agences pourront continuer et aller de l'avant dans ces différentes initiatives et nous sommes là pour vous apporter notre soutien dans la mesure du possible. Conclusion très chaleureuse et très positive. Je vais passer à Madame Boamatou pour peut-être des mots de conclusion. Merci, Monsieur Maïga. Merci à tous pour cet intéressant panel. Je pense qu'aujourd'hui, en mot de conclusion, je ne peux que mentionner aujourd'hui l'effet Covid sur le système financier et tout en sachant que notre pays a été fortement impacté aussi bien sur le plan social que sur le plan économique, mais nous avons aussi un secteur qui est le secteur bancaire qui a durement aussi ressenti l'onde, disons, de choc. Ceci dit, je pense qu'il est très important aussi que nous avons eu quand même au niveau de ce système, c'est-à-dire bancaire et financier de notre pays, que cet impact a été d'une manière ou d'une autre relativement atténué par des mesures qui ont été prises par les autorités et surtout par la Banque centrale de la Mauritanie. Aujourd'hui, nous estimons qu'il y a certaines mesures qui pourraient aussi être complétées par un soutien actif aux PME et PMI à travers des lignes de financement ad hoc, des lignes de crédit d'investissement à taux réduit, et avec, disons, une période de maturité plus longue. Donc, ce qui suggère, bien entendu, qu'il y a l'existence d'une relation positive ou d'une corrélation entre le développement économique, l'accès au financement et aussi l'échéance des prêts. Merci. Merci beaucoup, Madame Boamatou, pour ces mots de conclusion. Je vais peut-être maintenant passer la parole à Madame Lam. Vous avez une très lourde tâche avec la PIM, mais je suis certain que vous avez les épaules suffisamment larges pour pouvoir porter cette tâche. Je vous passe la parole. Merci vraiment, Monsieur Maïga. Je pense que pour un mot de la fin, je peux juste finir par une note positive parce que j'ai été vraiment très, très confortée par tout ce que j'ai entendu. Mike, thank you so much for the kind testimony and Mike, merci beaucoup pour ce témoignage vraiment très aimable. Merci beaucoup pour le témoignage de Kinross, le témoignage des investisseurs. Nous vous aidons également à faire votre travail. Comme tu disais, le secteur bancaire devra jouer son rôle et je pense qu'aujourd'hui, pour finir, dialogue public-privé, je pense que c'est un axe important pour pouvoir parler d'une amélioration du climat des affaires, de promotion, de vraiment mettre en œuvre ce nouveau modèle économique qui a été présenté par le ministre Khan. Donc voilà, encore une fois, la balle est dans notre camp. Ce que je peux vous promettre, c'est que l'agence va faire son rôle, on est là pour vous. Je dis toujours que c'est votre agence. On se veut vraiment comme la vitrine du pays. On est prêt à vous recevoir. Mauritania is open for business. Et voilà, marhaba bik, comme on dit chez nous, bismillahman. Au plaisir de vous accueillir. Voilà. Merci beaucoup, Madame Lam. Merci beaucoup et vraiment merci à tous les panélistes et à Monsieur Zeyad. Je vais juste conclure par peut-être une petite histoire de l'Empire du Mali que je ne maîtrise pas, mais j'en sais suffisamment pour savoir que la capitale de l'Empire du Mali était quelque part en Mauritanie. Je ne sais pas, Néma, en tout cas une des premières capitales. Et que l'Empire du Mali est connu pour son nord. C'est comme ça que l'Empire s'est développé avec le commerce de l'or vers l'Europe. Et donc, Mike est dans l'or
Et je vais dire qu'il y a beaucoup d'autres formes d'or en Mauritanie. Pendant longtemps, ces formes d'or n'ont pas été exploitées. Et aujourd'hui, on a une combinaison de facteurs, dont un gouvernement qui est très, très compétent. J'en sais quelque chose, je couvre tous les pays d'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale. C'est rare de trouver une concentration d'ingénieurs de formation de grandes écoles en France, dans un gouvernement comme en Mauritanie, comme on l'a en Mauritanie. Donc, j'en sais quelque chose. Et ça fait la différence. Et donc, comme l'a dit Mike et tous les intervenants, il y a vraiment une combinaison de volonté politique, de nouvelles politiques nationales, mais aussi de nouveaux leadership, à la fois côté public, côté privé, et un nouvel espoir, un nouveau dynamisme en Mauritanie, qui nous, en tant que DFI, en tant que partenaire de tous les pays dans lesquels on opère, nous donne plein d'espoir. Et je vous remercie pour l'hospitalité et je vais organiser mon prochain voyage très bientôt en Mauritanie. Donc, merci à toutes, merci à tous de nous avoir suivis et je repasse l'antenne à Jeune Afrique. Merci beaucoup.